Salut tout le monde. Ceci est la chaîne de l'encyclopédie. Le livre que nous interprétons dans cet épisode est Délires utiles, le pouvoir et le paradoxe du cerveau qui s'auto-trompe. Il existe de nombreux livres qui nous apprennent à voir clairement la réalité, à nous comprendre nous-mêmes et nous expliquent comment éviter les pièges du cerveau, du marketing. Les pièges et la technologie. Les pièges, etc. Voilà la vérité. Mais ce livre est un peu différent, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que l'auto-tromperie a aussi certains effets positifs et que nous pouvons en profiter. Le livre est écrit par Shankar Vedantam, animateur de NPR et maître de conférences aux universités de Harvard et de Columbia, et Bill Mesley, un journaliste qui contribue depuis longtemps à des journaux scientifiques populaires tels que Scientific American. Dans leur dernier livre, The Hidden Brain, ils nous enseignaient encore comment identifier et éviter les tromperies du cerveau sur nous-mêmes, mais avec ce livre, leur attitude a changé de 180 degrés. Alors qu'ils collectaient du matériel pour le livre The Hidden Brain, les deux auteurs ont interviewé un fraudeur nommé Donald Lowry. Pour faire simple, ce Donald Lowry s'est fait passer pour une femme et a écrit des lettres à des milliers d'hommes américains. Beaucoup d'entre eux ont mordu à l'hameçon. Ils croyaient que Lowry était leur âme sœur et lui ont envoyé des millions de dollars. Mais ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que lorsque Lowry a été jugé, les victimes ne l'ont pas accusé. Au contraire, elles pensaient que Lowry les avait sauvées de la solitude, alors elles sont venues le défendre et l'ont même accusé. Les procureurs ont découvert l'arnaque et ruiné leur vie. Vedantam et Mesley pensaient initialement que ces victimes étaient simplement obsessionnelles et ignorantes, mais après un contact réel, ils ont découvert qu'ils avaient vraiment tiré un réel réconfort de cette arnaque. Par conséquent, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient plus dire avec force à ce groupe de personnes que tout cela était faux et que vous devriez arrêter de vous tromper. Cela conduit à ce qu'on appelle le paradoxe de l'illusion. D'un point de vue rationnel, la tromperie et l'auto-tromperie sont bien sûr mauvaises, mais parfois, nous devons admettre que nous devons recourir à ce genre de tromperie et d'auto-tromperie pour réussir, faire face à nos vies. Les deux auteurs ont alors lancé une série d'entretiens et de recherches. Ils ont passé au peigne fin de nombreux résultats de recherche en psychologie, neurosciences, sociologie et autres domaines, et ont finalement découvert que l'auto-tromperie est bien plus courante qu'on ne l'imaginait, et que cela peut fonctionner. Et cela joue un rôle important dans notre quête du succès et du bonheur. Nous interpréterons ensuite ce livre en deux parties. Dans la première partie, examinons comment l'auto-tromperie se produit, pourquoi les gens ont parfois besoin de ce type d'auto-tromperie, est-ce que l'auto-tromperie est une erreur et comment devrions-nous comprendre l'auto-tromperie? Dans la deuxième partie, regardons cela. Si, comme le dit l'auteur, l'auto-tromperie est aussi une sorte de pouvoir, alors comment pouvons-nous tirer parti de ce pouvoir? Première partie. Entrons dans la première partie et racontons d'abord une histoire. En 1784, certains des plus grands scientifiques du monde se sont réunis à Paris pour étudier un seau. Ce seau est considéré comme le meilleur appareil médical de l'histoire de l'humanité. Il peut guérir de nombreuses maladies et même redonner la vue aux aveugles. L'inventeur du seau est Franz Anton Mesmer, un Autrichien diplômé de la célèbre université de Vienne. Il prétend avoir découvert une énergie appelée magnétisme animal qui peut guérir l'épilepsie, la dépression, les crises de manie et le paludisme, et que son seau utilise cette énergie. Anton Mesmer ouvrit plus tard 24 cliniques Magnet, qui firent sensation. La reine Marie-Antoinette d'Autriche et le marquis de Lafayette, héros de la guerre d'indépendance américaine, étaient tous ses clients réguliers. Bien entendu, tout le monde n'est pas convaincu. Le roi de France de l'époque nomma plusieurs des plus grands scientifiques français pour enquêter sur la question, notamment Antoine Lavoisier, connu comme le père de la chimie moderne et l'homme qui nomma l'oxygène et l'hydrogène, ainsi que l'ambassadeur de France qui était ambassadeur à la France à l'époque, Benjamin Franklin. Les membres du comité d'enquête ont conçu une série d'expériences pour tester si le magnétisme animal existe réellement et s'il peut réellement affecter le corps humain. La conclusion finale est que ce type de force n'existe pas du tout et que le seau d'Anton Mesmer n'est rien de plus. C'est un tas de cochonneries, et lui-même est un pur menteur. Cependant, ce qui est surprenant, c'est que même si les membres du comité ont souligné qu'il s'agissait d'une arnaque, ils n'ont pas explicitement empêché les patients de continuer à essayer ce traitement. Franklin a même écrit dans une lettre de réponse aux patients, ce traitement la méthode exploite les idées délirantes des gens. Et d'une nature trompeuse, mais même ainsi, cette thérapie vaut peut-être la peine d'être essayée. Dans chaque ville, il y a un groupe de malades qui sont trop friands de drogue et prennent de fortes doses pendant longtemps, finissant par se nuire. Avec un corps initialement sain leur dit qu'ils n'ont pas besoin de recourir à des médicaments, et le médecin peut simplement les pointer du doigt ou une barre de fer, ils seront guéris et peut-être qu'ils obtiendront de bons résultats. Des centaines d'années après que la tromperie d'Anton Mesmer ait été révélée, d'autres recherches ont été menées sur cette tromperie en médecine, et un terme appelé effet placebo a été inventé. Le sens latin original de placebo est plaire, qui est un médicament conçu pour plaire au patient plutôt que pour améliorer son état. Effet placebo, est apparu dans de nombreux essais cliniques, c'est-à-dire que l'état du groupe témoin qui a pris un placebo s'est amélioré dans une certaine mesure. Ted Kaptchuk,
directeur du programme de recherche sur les placebos et de traitement mutuel à l'université Harvard, a déclaré que l'existence de l'effet placebo nous rappelle que lorsque vous recevez une ordonnance, ce n'est pas seulement ce qu'elle contient qui aide à vous guérir. Facteurs qui déterminent la prescription du médicament, notamment le fait que vous vous rendiez chez le médecin, le fait de prendre rendez-vous, l'ambiance dans la salle d'attente, l'attention avec laquelle le médecin écoute votre description et les efforts de tous les intervenants. Le personnel de la clinique pour vous réconforter, diverses aides sont proposées pour gérer la tension, etc. De ce point de vue, l'hôpital est parfois comme un théâtre. Les médecins et les patients travaillent ensemble pour jouer une pièce dans une situation spécifique. Il y aura des éléments de vérité, mais il y aura aussi inévitablement une part de tromperie et d'auto-tromperie, qui contribueront tous deux au traitement final. Vedanta et Mesley analysent dans leur livre que l'effet placebo révèle en réalité le désir naturel de confort de l'être humain. Bien avant la naissance de la médecine moderne, les animaux avaient subi des blessures et des douleurs. À une époque sans tomodensitométre, sans amour et sans soins, et en essayant d'utiliser cet amour et ces soins pour augmenter la probabilité de survie, au fil du temps, cela est devenu une partie de notre nature. Ainsi, même maintenant que nous avons des hôpitaux et des médicaments, cet instinct existe toujours. Ce que nous attendons des médecins n'est pas seulement un diagnostic définitif. Nous voulons aussi du réconfort, même si ce réconfort peut provenir d'illusions et de tromperies. En fait, le mécanisme psychologique derrière l'effet placebo n'existe pas seulement dans le monde médical, il existe également dans tous les aspects de nos vies. Par exemple, on dit que le monde médical est parfois comme un théâtre, alors pourquoi le monde de l'entreprise n'est-il pas le même? C'est un théâtre plus flagrant. Dans leur livre, Vedanta et Meller mentionnent une émission de télévision américaine intitulée Bullshit, qui analyse divers mensonges et fraudes. Dans un épisode de 2003, les animateurs Payne et Télé se sont rendus dans un restaurant californien pour mener une expérience, se faisant passer pour des sommeliers et vendant de l'eau potable aux clients du restaurant. Ils ont préparé 3 types d'eau potable, l'une est de l'eau française à la française, l'autre est de l'eau d'Amazonie filtrée à travers le système de filtration naturelle de la forêt tropicale humide et l'autre est de l'eau du mont Fuji connue comme diurétique et antitoxine naturelle. En fait, ces 3 types d'eau sont tous de l'eau du robinet provenant de tuyaux d'arrosage, mais après ces introductions fantaisistes, les clients sont en fait prêts à payer des prix élevés pour acheter ces 3 types d'eau, et même à en faire l'éloge à profusion. Cette expérience révèle intuitivement que les transactions dans l'économie moderne ne consistent pas seulement à échanger des biens et des services, mais également à échanger des histoires les unes après les autres. Parfois, nous ne pouvons nous empêcher de dépenser bien plus que la valeur réelle d'un objet simplement pour le plaisir d'une bonne histoire. Cela semble indigne, et on peut même dire que c'est une tromperie, mais Vedanta et Meller soulignent un point dans ce livre, ils disent que nous avons peut-être acheté une fausse histoire, mais nous sommes dans cette fausse histoire. L'expérience émotionnelle acquise peut être réelle. Dans leur livre, ils parlent d'une expérience menée par l'économiste américain Antonio Rangel, qui a invité un groupe de personnes à une dégustation de vin rouge. Il a placé des bouteilles de vin allant de $5 à $90, mais, à l'insu de tous, Rangel a échangé des bouteilles de vin à $10 et du vin à $90. À la fin de la dégustation, Rangel a invité toutes les personnes présentes à évaluer le vin dans différentes bouteilles. Tout le monde a fait l'éloge de la bouteille de vin rouge qui coûtait $90 alors qu'elle ne valait en réalité que $10. Ce n'est pas une surprise. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que lorsque Rangel a convoqué des chercheurs pour effectuer des examens d'imagerie cérébrale sur ce groupe de buveurs de vin, il a découvert que lorsqu'ils buvaient du vin versé dans une bouteille de vin à $90, lorsqu'ils buvaient une bouteille de vin à $10, la luminosité de leur cerveau dans le cortex orbitofrontal médial, une région du cerveau impliquée dans l'expérience du plaisir, était plus élevée que lorsqu'ils buvaient du vin dans une bouteille de vin rouge à $10. Les gens pensent vraiment que le vin dans la bouteille la plus chère a meilleur goût, et ils en ont vraiment tiré plus de plaisir. Cela soulève une question confuse, si ces gens dépensent plus d'argent et achètent quelque chose qui ne vaut pas beaucoup d'argent, mais qu'ils ressentent plus de bonheur grâce à cela, alors sont-ils forcés? Avez-vous triché ou en avez-vous pour votre argent? En fait, en plus d'acheter des choses, nous pouvons également être confrontés à ce problème même dans une simple conversation quotidienne. Par exemple, lorsque l'autre partie ment, mais que ce mensonge me rend vraiment heureux, dois-je le croire ou non? Dès 1975, le sociologue américain Harvey Sachs publiait un article intitulé « Everyone Must Lie », dans lequel il recensait en détail, grâce à l'analyse sémantique, un grand nombre de mensonges de la vie quotidienne, comme le plus élémentaire. Faire, peut être le plus poli. La personne qui pose la question ne veut pas savoir et la personne qui répond n'a pas besoin de répondre honnêtement. Plus tard, le psychologue Robert Feldman a même essayé de compter le nombre de mensonges racontés par des inconnus lors de leur première rencontre. Ces résultats ont montré que les sujets mentaient environ 3 fois toutes les 10 minutes au cours de la conversation, et certains d'entre eux mentaient, jusqu'à 12 fois. De plus, nous sommes particulièrement doués pour mentir à nos proches. Par exemple, les parents utilisent souvent des mensonges pour encourager et éduquer leurs enfants, et les enfants utilisent parfois des mensonges pour rassurer leurs parents. Beaucoup de gens ont peut-être entendu l'histoire de George Washington et du cerisier.
Washington a coupé le cerisier préféré de son père. Quand son père est rentré à la maison, il était furieux et a demandé qui avait fait cela. Washington a immédiatement admis son erreur, mais son père non seulement ne l'a pas puni. Au lieu de cela, il a été récompensé pour son honnêteté. Nous utilisons souvent cette histoire pour enseigner l'honnêteté aux enfants. Mais le paradoxe est que l'histoire elle-même est un mensonge, elle a été inventée par un pasteur nommé Mason Wim en 1800. Il voulait juste faire fortune en profitant de l'admiration fanatique du public de l'époque pour Washington. Alors pourquoi cette histoire fabriquée est-elle transmise de génération en génération? Parce qu'en tant qu'histoire, même si le contenu est faux, elle peut effectivement avoir un effet éducatif. Les enfants peuvent vraiment reconnaître et apprendre la qualité de l'honnêteté dans cette histoire. Cela dit, de la médecine aux affaires en passant par la vie quotidienne ordinaire, Vedanta et Messley veulent finalement nous transmettre une seule chose, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, la tromperie et l'auto-tromperie sont possibles. Nous réfléchissons, et parfois cela fonctionne. Nous pouvons obtenir le vrai confort, les soins, le bonheur, la satisfaction, le but, la valeur, le sens, etc. dans ce genre de tromperie et d'auto-tromperie. Le soi-disant « paradoxe de l'illusion » signifie en fait que, rationnellement, nous savons tous que l'illusion auto-trompeuse est mauvaise. Ce n'est pas ce que préconise la société moderne, mais émotionnellement, nous avons besoin d'une telle illusion. Vedanta et Messley disent dans leur livre qu'aujourd'hui, la capacité de ne pas se tromper soi-même est tout simplement un privilège. Si une personne dit qu'elle ne s'est jamais trompée, c'est souvent parce qu'elle a toujours été en bonne santé, qu'elle a une carrière réussie et qu'elle mène une vie prospère. Elle n'a aucune raison d'être malheureuse et positive. La vie les traite si bien qu'ils n'ont pas besoin de chercher un répit face à leur délire comme le font la plupart des gens. Nous avons toujours parlé et promu la rationalité, qui est la pierre angulaire de la société moderne, mais Vedanta et Messley soulignent dans ce livre que l'intuition, l'instinct, l'émotion et la croyance au niveau perceptuel, ainsi que la capacité de raconter et de créer des histoires sont également importants pour les humains. Ils ont donné un exemple dans le livre, imaginez si vous deviez concevoir un robot et l'envoyer sur une planète lointaine, et que vous n'auriez plus jamais de nouvelles d'eux. Comment garantiriez-vous qu'il puisse survivre dans cet environnement imprévisible? Descendez et continuez multiplier. Vous devez intégrer une série de capacités de résolution de problèmes à ces robots, par exemple leur permettre de fabriquer des outils, de trouver de la nourriture, de se reproduire, etc. Mais en même temps, vous voulez qu'il sente le danger à l'avance, vous devez donc lui inculquer la peur, et vous devez également vous assurer qu'il peut tout risquer pour sa progéniture, vous devez donc lui inculquer de l'émotion. De plus, vous avez également besoin qu'il n'abandonne pas lorsqu'il rencontre des difficultés. Vous voulez qu'il continue à lutter de toutes ses forces et essaie de survivre même s'il sait qu'il finira par être détruit. À ce moment-là, une analyse rationnelle et une perception précise seule suffira. Ce n'est pas suffisant, vous devez leur donner des activités et des croyances irréalistes. Donc, en fin de compte, vous devez créer des mécanismes pour qu'ils aient des illusions et qu'ils se trompent eux-mêmes. En regardant l'existence humaine sur cette planète, n'est-ce pas réellement le cas? Si la raison démontre la force de l'être humain, alors l'illusion reflète en réalité la fragilité et l'insignifiance de l'être humain, qui constituent toutes deux une force qui soutient notre survie. Bien sûr, Vedanta et Messley ont également souligné dans le livre qu'ils ont beaucoup discuté pour ne pas excuser la tromperie et les mensonges. Ils voulaient simplement nous rappeler que nous ne devrions pas toujours être obsédés par la distinction entre la vérité et l'illusion. Parce que la vérité ne mène pas nécessairement au bien et que l'illusion ne mène pas nécessairement au mal. Ce à quoi nous devrions accorder plus d'attention est la cause de la vérité et de l'illusion, quels sont les résultats, si ces avantages l'emportent sur les inconvénients, et si cela peut nous causer du mal. Vedanta et Messley disent que plutôt que d'éradiquer l'auto-illusion et tout ce qui va avec, nous devrions réfléchir à la manière dont nous pouvons la faire fonctionner pour nous. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la manière dont nous pouvons utiliser l'auto-tromperie, que je résume en 2 points. L'un consiste à essayer d'établir une illusion positive et l'autre est d'essayer de consolider nos croyances dans les rituels. Regardons-les un par un. La seconde partie. Voyons d'abord comment créer une illusion positive. Commençons par une expérience. Les psychologues Lorraine Alloy et Lina Branson ont mené une expérience. Elles ont rassemblé un groupe de patients déprimés pour tenter de vérifier si les patients déprimés étaient vraiment déconnectés de la réalité et en bonne santé. Les gens sont-ils vraiment capables de voir la réalité plus clairement que les personnes souffrant de dépression? Dans l'expérience, ils ont invité des patients déprimés et non déprimés à appuyer sur un bouton à côté d'une lumière verte clignotante. Cette expérience vise à permettre à ces deux groupes de personnes de juger de l'impact qu'aura le fait d'appuyer sur ce bouton sur l'état de clignotement du feu vert. En fait, le bouton n'a aucun effet sur le clignotement de la petite lumière, mais dans l'expérience seuls les patients déprimés l'admettraient, tandis que les patients non déprimés avaient tendance à surestimer leur capacité à contrôler le clignotement de la petite lumière et insistaient pour qu'appuyer sur le bouton a eu un effet. Cela signifie que, contrairement à ce à quoi nous nous attendions, les patients déprimés pourraient être capables de voir la réalité plus clairement que les patients non déprimés. Et des études de suivi montrent également qu'à mesure que l'état des patients atteints de dépression traitée continue de s'améliorer,
ils sont plus susceptibles de s'auto-tromper et de développer des illusions de contrôle et de confiance. Dans les années 1980, les psychologues ont commencé à considérer la relation entre la santé mentale et la réalité sous un angle nouveau et ont progressivement reconnu qu'un certain degré d'auto-illusion non seulement n'était pas nocif, mais pouvait avoir des effets positifs. Les personnes en bonne santé ne sont pas celles qui voient la réalité plus clairement, mais celles qui voient la réalité d'une manière plus positive. Parmi elles, la théorie de l'illusion positive, proposée par Shelley Taylor de l'Université de Californie à Los Angeles est la plus représentative. La soi-disant illusion positive est en fait une illusion qui fait que l'on se sent bien dans sa peau. Vedanta et Mesle admettent dans leur livre qu'ils étaient sceptiques au début lorsqu'ils ont vu la théorie de l'illusion positive. Parce que de nombreuses illusions dans la vie peuvent nous causer des ennuis, et il existe d'innombrables exemples dans l'histoire de ceux qui ont refusé de faire face à la réalité et ont finalement conduit à la destruction. Mais à mesure qu'ils en apprenaient davantage, Vedanta et Mesle ont vu des exemples de l'illusion positive dans une variété de domaines différents. Par exemple, certains chercheurs ont étudié le rôle de l'illusion et de l'auto-tromperie dans l'entrepreneuriat. Ils ont analysé plus de 20 000 projets entrepreneuriaux sur le site de financement participatif américain Kickstarter et ont constaté que lorsque les hommes créent une entreprise, ils collectent plus de fonds que les femmes. En d'autres termes, les hommes sont plus confiants que les femmes lorsqu'ils collectent des fonds et croient pouvoir récolter davantage d'argent. Alors quel a été le résultat de leur collecte de fonds ? Les femmes disposent de fonds de taille plus réaliste, elles collectent donc des fonds plus facilement que les hommes et, en raison de leur succès la première fois, elles ont plus de chances que les hommes de réussir la deuxième ou la troisième fois. Mais lorsque les chercheurs ont examiné la situation globale, un phénomène étrange est apparu, ils ont constaté que sur les plateformes de collecte de fonds sur lesquelles ils ont enquêté, le nombre total d'hommes ayant réussi à collecter des fonds était supérieur au nombre total de femmes. Pourquoi est-ce ? Les raisons sont nombreuses, comme le sexisme, mais les chercheurs ont remarqué une chose en particulier, les hommes sont tellement arrogants et plongés dans leurs propres illusions qu'ils ne se soucient pas de l'échec. Ils continueront à lancer de nouveaux projets et à fixer leurs objectifs de financement élevés, et certains d'entre eux finissent par réussir, ce qui les aide à dominer le total. C'est-à-dire que l'illusion positive cause parfois des problèmes, mais elle a un effet, et cet effet apparaîtra dans le processus à long terme. Une autre étude a montré que les illusions positives peuvent également être utiles aux femmes. En 1983, la psychologue américaine Shelley Taylor a mené une étude auprès d'un groupe de femmes atteintes d'un cancer. Elle a constaté que les femmes qui avaient des niveaux plus élevés de délire positif étaient plus susceptibles de s'améliorer. Cette amélioration ne cible pas le cancer lui-même, mais les différents problèmes psychologiques qui accompagnent le cancer, tels que la dépression, le sentiment d'inutilité, l'insomnie, la toxicomanie et les pulsions suicidaires. L'illusion positive réduira la possibilité de tels problèmes. Améliorer la condition globale. Alors puisque les illusions positives fonctionnent, comment pouvons-nous créer des illusions positives ? Et comment pouvons-nous garantir qu'elles soient modérées et qu'elles ne soient pas aveugles et n'entraînent pas de mauvaises conséquences ? Dans un livre intitulé « La psychologie de la survie », les auteurs Feldman et Kravets ont également parlé de l'illusion positive. Ils ont proposé une équation, une vision réaliste de la situation actuelle et une forte conviction que l'on a la capacité de contrôler son propre destin équivaut à sur un espoir réaliste. Nous pouvons suivre cette équation pour cultiver des illusions positives appropriées. Premièrement, nous devons nous assurer que nous envisageons la situation de manière réaliste, ce qui signifie effectuer de manière proactive des tâches qui fournissent un feedback efficace pour garantir que nous ne soyons pas trop déconnectés de la réalité. Ensuite, nous devons établir la conviction que nous avons la capacité de contrôler notre destin. Il existe des différences individuelles à cet égard. Certaines personnes sont naturellement plus confiantes, plus optimistes et ont des illusions plus positives que d'autres. Mais ne vous inquiétez pas, cela peut être formé et rattrapé. Par exemple, dans le 25e numéro de l'UOJ Thinking Inspiration Club, Luo Zhenyu a expliqué comment il avait développé son propre sens de la croyance. Il a mentionné 2 points, le premier est de croire fermement à la meilleure tendance parmi les diverses possibilités futures. La seconde est de l'ignorer et de toujours faire ce que vous faites. Il a cité l'exemple du cancer, même si cette maladie est grave et compliquée, il faut croire fermement qu'il est possible de la guérir. En même temps, coopérer avec le médecin pour prendre des médicaments si nécessaire et un traitement si nécessaire. Dans ce livre, Vedanta et Mellor mentionnent que nous pouvons utiliser des histoires, des métaphores et des symboles pour cultiver des illusions positives. C'est ce dont nous allons parler ensuite, en essayant d'utiliser des rituels pour cultiver et consolider nos propres croyances. Au Congo, il y a un village appelé Brambika. La zone où se trouve le village est sujette à de fréquents conflits sanglants. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires a un jour qualifié la violence sexuelle dans la zone proche du village de Brambika de « pire au monde ». Le monde ? Terrible. En 2012, après un massacre dans un village voisin, un vieil homme de Brambika a fait un rêve. Il rêvait de ses ancêtres, qui lui disaient d'aller dans une forêt lointaine et de déterrer des racines de plantes spéciales. Puis d'y ajouter des intestins d'animaux, de mélanger ensemble pour faire une poudre,
puis appliquer quelques sorts pour les aider à se défendre contre les balles. En 2015, les économistes Nuné de la Sierra se sont rendus dans le village de Brambica pour en apprendre davantage sur leur rituel par balle. Aucune personne rationnelle ne croirait à ce rituel, mais étonnamment, pendant les 2 années qui se sont écoulées depuis que le rituel a été accompli, les villageois ont vécu une vie paisible sans subir aucune attaque. Nuné de la Sierra ont appris que la cérémonie de protection contre les balles encourageait grandement les jeunes à cesser de s'enfuir lorsqu'ils étaient attaqués, mais à se battre avec courage. Pendant ce temps, la cérémonie de protection contre les balles a dissuadé les assaillants, qui se sont retirés paniqués alors que des rumeurs se répandaient selon lesquelles les villageois se battraient jusqu'à la mort. D'un point de vue scientifique, la croyance établie par les villageois de Brambica à travers le rituel est évidemment fausse, mais cette fausse croyance a permis à tous les habitants du village de survivre. La cérémonie bulletproof est bien sûr un cas plus extrême, mais c'est le même mécanisme que toutes sortes de rituels dans le monde. Vedantam et Mesley affirment que l'importance des rituels ne réside pas dans leur efficacité réelle, mais dans leurs effets psychologiques. Et parfois, la réalité psychologique peut devenir une réalité réelle, comme lorsque les villageois de Brambica ont finalement repoussé les assaillants. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent être intégrées dans des rituels et avoir ainsi une efficacité rituelle. Par exemple, lire le journal en buvant du café tous les matins, ou prendre une douche et enfiler une chemise porte-bonheur avant de faire des choses importantes. Dans leur livre, Vedantam et Mesley mentionnent spécifiquement le joueur de baseball américain Wade Bogg, qui commençait à s'entraîner au bâton à 5h17 tous les jours et sprintait à 7h17. Il ne mangeait du poulet qu'avant le match. Bogg est connu comme l'un des plus grands frappeurs de l'histoire du baseball américain, mais il est également connu comme l'un des frappeurs les plus superstitieux. Ces passe-temps ont pris une signification rituelle à travers leur répétition jour après jour. Alors autant se donner un certain sens du rituel et mettre en place des passe-temps, sans mépriser ceux qui parlent de dates chanceuses et de numéros porte-bonheur. Parce que parfois, même un peu de confiance derrière un chiffre peut nous aider à aller loin. Bien entendu, il est également nécessaire de mentionner que nous ne pouvons pas exploiter toutes les tromperies et auto-tromperies. Certaines d'entre elles sont des tromperies destructrices, comme les rumeurs, les escroqueries, les théories du complot, etc. Et nous devons encore apprendre à y résister. Mais comment résister ? Est-ce suffisant pour améliorer mon niveau de connaissance et collecter plus d'informations et de preuves ? Dans ce livre, Vedantam et Mesley affirment que ces mesures sont importantes, mais que leur effet est limité. Comme nous l'avons dit précédemment, la raison pour laquelle les gens choisissent de croire et de soutenir certaines croyances fausses n'est souvent pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'ils peuvent effectivement trouver du réconfort dans de telles croyances, réduire leur anxiété, leur remonter le moral, et même ressentir un peu de réconfort. Une sorte d'appartenance. Une approche plus sage consiste donc à essayer de nous comprendre nous-mêmes et les autres. Que avons-nous exactement gagné de cette fausse croyance ? Existe-t-il d'autres moyens pour nous d'acquérir ces choses ? Comme le disent Vedantam et Mesley dans le dernier chapitre, épilogue, du livre, toute tromperie et toute illusion se résument en réalité à une question, qu'est-ce qui nous manque et comment pouvons-nous compenser cela ? Maintenant, passons en revue et résumons. Les auteurs Vedantam et Mesley jettent un nouvel éclairage sur l'auto-illusion humaine. Ils ont découvert que l'auto-tromperie est omniprésente dans tous les domaines de la médecine, des affaires et de la vie quotidienne. La société moderne met constamment l'accent sur la clarification de la réalité et la connaissance du vrai soi, mais Vedantam et Mesley soulignent dans ce livre que le comportement d'auto-illusion n'est pas tant le reflet de l'esprit ou de l'intelligence des gens, mais le reflet de notre compréhension de nous-mêmes. Réponse à l'environnement. Nous choisissons souvent l'auto-illusion face aux difficultés de la vie. Nous devons recourir à l'auto-illusion pour rechercher le réconfort et la croyance. À ce niveau, Vedantam et Mesley croient que l'auto-tromperie est parfois la force qui soutient notre survie. Reconnaissant cela, Vedantam et Mesley soulignent dans leur livre qu'au lieu de toujours prétendre éradiquer l'auto-illusion, nous devrions réfléchir à la manière de la faire fonctionner pour nous. Dans le livre, ils ont trié une série de résultats de recherche dans les domaines de la psychologie, de l'anthropologie, de la sociologie et d'autres domaines. Nous nous concentrons ici sur 2 points. L'un est d'essayer d'établir une illusion positive et d'utiliser des illusions appropriées pour soutenir notre désacte. La seconde consiste à essayer d'établir des rituels dans la vie quotidienne et à utiliser ces rituels pour cultiver des croyances qui peuvent nous soutenir de façon permanente. Ce livre rappelle en fait aux gens le lien entre raison et sensibilité. Il y a trop de livres qui soulignent l'importance de la raison et de la logique pour nous, mais dans ce livre, l'auteur ramène sous nos yeux la partie perceptuelle du recours à l'intuition, à l'instinct, aux sentiments et aux émotions. Il souligne que ces 2 parties de notre cerveau sont toujours liées et interdépendantes. Si nous voulons créer une vie et un monde meilleurs, nous devons utiliser à la fois le pouvoir rationnel et émotionnel. Cela signifie que nous devons apprendre à travailler avec les symboles, les métaphores et les histoires que nous créons, même si cela n'est qu'une illusion. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet ? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.